Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire de l'actualité l'état d'urgence et ses modalités d'application. Un régime exceptionnel qui va permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toute menace terroriste. Une lutte avec en ligne de mire le phénomène de radicalisation. Et pour en parler avec nous, El Mamoun, Mohamed Nassur, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu depuis vendredi, la vigilance est plus que jamais de mise. On verra avec vous quels moyens doivent être mis en place de part et d'autre par les uns et les autres pour prévenir et lutter contre ce phénomène. On en parle tout à l'heure, mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 19 novembre. Cet après-midi, le préfet Seymour Morsi a réuni de nombreux élus du département afin d'évoquer la mise en place de l'état d'urgence à Mayotte. Un dispositif exceptionnel qui exige un travail commun de la part des différentes autorités. Toutes les explications dans votre journal. Il y a 4 ans, une jeune femme était retrouvée morte sur une plage de Trévani. Après plusieurs reports, ce lundi s'ouvrira le procès Roukia. Nous sommes partis à la rencontre de ses proches qui attendent que justice soit faite pour faire leur deuil. Reportage. 16 représentants de l'univers musical du département se sont unis afin de créer une compilation unique. Tifaki Music est un album surprenant qui a pour objectif de promouvoir la richesse des artistes qui vivent à Mayotte. Coup de projecteur avant une sortie officielle, prévue ce lundi 23 novembre. Cet après-midi, le préfet Seymour Morsi a réuni les élus du département afin d'évoquer la mise en place du dispositif d'état d'urgence. Les élus du département et notamment les élus municipaux sont pleinement concernés. En effet, c'est en travaillant en étroite collaboration que les autorités pourront lutter efficacement contre toute menace éventuelle. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Après plusieurs rencontres hier, le préfet Seymour Morsi avait annoncé qu'il réunirait ce jour l'ensemble des élus du département afin d'évoquer avec eux la mise en place de l'état d'urgence à Mayotte. Un rendez-vous ô combien important pour expliquer ce dispositif tout en rappelant certaines priorités. J'ai eu une réunion hier pour pouvoir expliquer à un certain nombre d'acteurs où est-ce qu'on en était. C'est quoi l'état d'urgence ? L'état d'urgence, c'est pas l'urgence d'État. L'état d'urgence, c'est quelque chose qui fait que tous les partenaires sont concernés par toute une série de choses que l'on peut faire. Donc voilà, j'ai réévoqué aujourd'hui, comme je l'ai fait hier, les pouvoirs qui étaient les miens. Et j'ai évoqué également les priorités qui étaient les miennes, la libre circulation des personnes, des marchandises. C'est pour moi le développement économique de notre département, c'est essentiel. S'il faut interdire des choses, je les interdirai. Mais ma priorité à moi, c'est de faire en sorte qu'on continue à vivre ensemble, à être content d'être ensemble et à faire en sorte que notre développement profite au plus grand nombre. C'est ça qui compte. Le discours du préfet est à la fois simple et limpide. Chacun doit prendre ses responsabilités pour favoriser la sécurité des citoyens sans porter atteinte aux libertés individuelles et au développement économique de l'île. Quand je vous disais tout à l'heure, l'état d'urgence, c'est pas l'urgence d'État, ça veut dire que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Les maires, les adjoints, tous les conseillers municipaux. On ne peut pas avoir une unanimité au niveau national et ne pas l'avoir au niveau municipal. Donc chacun prend ses responsabilités pour pouvoir faire en sorte qu'on fasse de la cohésion sociale, de la surveillance, de l'attention au quotidien, du développement. Plus on sera tous mobilisés sur comment est-ce qu'on contrôle notre périmètre immédiat, plus on pourra se concentrer sur ce qui va compter, c'est-à-dire le développement de notre département. Du côté des élus municipaux, cette réunion initiée par le préfet était indispensable et va permettre à chacun de s'organiser comme il se doit pour lutter efficacement contre tout type de menace. Il fallait partager, il fallait aussi voir comment est-ce que nous allons travailler ensemble sur cette question. Et donc il est prévu effectivement un certain nombre de réunions. Il est prévu aussi que les CLSPD, les comités locaux contre la délinquance, qui vont se réunir d'ici la semaine prochaine pour parler de ce sujet-là qui nous semble très important. Là, l'état d'urgence, en tout cas, c'est un travail collectif entre l'État, notamment les services de la préfecture, mais également le procureur de la République et les élus locaux. Donc on doit travailler main dans la main pour réussir et faire en sorte à ce que nous avons vu d'abominable, ce qui s'est passé en métropole, que ça ne se reproduise pas ici. Ensuite, je profite en tout cas de saluer le travail des forces de l'ordre qui assurent au quotidien notre sécurité à tous. D'autres réunions sont prévues dans les prochaines semaines afin que le dispositif se mette véritablement en place sur l'ensemble du territoire.
Alors, nous a rejoint entre-temps Maître Elad Chakrina, avocat à la Cour, et également membre représentant du COSEM, le Conseil de sécurité, le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors on l'a vu dans le reportage, il est question de l'état d'urgence, une question qui concerne les autorités. On a vu le préfet convoquer les élus locaux, mais par extension, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et on l'a vu, vous, dans le cadre de vos fonctions au COSEM, c'est une question qui vous préoccupe. On parle de cette radicalisation et vous avez prévu de lutter également contre ce phénomène. Oui, tout d'abord, il faut quand même savoir que nous vivons dans une situation extrêmement périlleuse et que par conséquent, il va de soi que notre sécurité est extrêmement préoccupante. Par conséquent, il était tout à fait normal d'aller dans le sens justement de cette lutte contre cette forme d'insécurité, puisque nous, dans nos actions, nous menons des initiatives à caractère préventif, puisque nous mettons en place en tout cas ce dispositif de voisins vigilants dans les communes de Mayotte. Nous essayons d'effectuer des rondes la nuit et évidemment dans le cadre justement de cette lutte contre cette idéologie terroriste qui est actuellement un véritable fléau, nous souhaitons en tout cas mener des actions préventives, c'est-à-dire essayer de sensibiliser la jeunesse aussi bien dans les différents villages dans lesquels nous sommes, mais aussi, pourquoi pas, demain, je pense qu'à mon avis, notre représentant justement des cadres ici saura parfaitement mieux l'expliquer, pourquoi pas évidemment aussi dans les lieux de culte, pour en tout cas essayer de faire porter ce message qui consiste à dire nous devons absolument faire face au radicalisme religieux, puisque le plus important, c'est avant tout de vouloir vivre ensemble et de préserver les valeurs pour lesquelles que nous défendons, c'est-à-dire celles de la République française. Alors la question est très importante actuellement, on l'a vu depuis les événements de vendredi, mais est-ce qu'avant vous avez eu des cas concernant la radicalisation dans votre lutte contre la radicalisation, sécurité? elle prend diverses formes. Tout d'abord, vous savez que certaines études démontrent que ça peut être le caractère social et économique qui peut être un des facteurs de cette radicalisation, mais pas seulement, puisque des études récentes indiquent également qu'il y a également l'absence de perspective. En clair, pour les jeunes qui sont diplômés et qui aujourd'hui n'ont pas de perspective d'avenir, ça peut aussi être une des formes de radicalisation. Je vous signale juste aussi que dans certains reportages en Occident, récemment, je voyais par exemple qu'il y avait des jeunes filles qui étaient des adolescentes, donc qui sortaient d'un milieu, en tout cas familial moyen, et qui, en plus de surcroît, réussissaient parfaitement bien leurs études, et sont allés en Syrie. Donc personne n'est à l'abri actuellement de ce genre d'initiative. Donc l'absence de perspective, c'est-à-dire le chômage en masse, mais aussi l'absence d'évolution en tout cas dans la société, tout ça évidemment ce sont des facteurs propices à la radicalisation. Donc oui, nous pouvons l'observer facilement. Le fait déjà qu'il y ait 6000 mineurs isolés à Mayotte et qui ne mangent pas à leur faim et qui en plus de ça n'ont pas d'encadrement, c'est un terrain fertile évidemment pour une radicalisation, puisque nous savons parfaitement que ce sont des jeunes qui peuvent être facilement embrigadés et qui peuvent, nous le craignons et nous espérons que ce n'arrivera jamais, qui pourraient peut-être suivre des sentiers extrêmement périlleux, et notamment pour ceux qu'on a connus, c'est-à-dire des jeunes parfois qui vont au Moyen-Orient pour en tout cas aller sur un terrain de guerre qui risque évidemment de mettre en danger tout le monde. Maintenant, je me tourne vers vous, El Mamoun Mohamed Nassour, vous êtes le porte-parole du Grand Cadi. Donc on parlait de ces lieux de culte. À Mayotte, on sait que les idéologies religieuses sont nombreuses. Alors comment on va définir laquelle est radicale, laquelle ne l'est pas? Belle question qui rejoint complètement ce que disait tout à l'heure Chakrina, Maître Chakrina, en disant qu'en fait que la radicalisation avait plusieurs formes. Parce que ça c'est important de le mettre en exergue. Il y a la radicalisation politique. Nous avons vu ce phénomène-là qu'on appelle déjà donc en France avec le Front National, qui est un mouvement extrémiste au départ, et qui est allé jusqu'à s'en prenait beaucoup plus aux étrangers. Il y a un essai qu'on appelle d'évolution aujourd'hui, mais en fait la forme, n'est-ce pas, donc de la radicalisation, il reste de l'extrémisme. Ici à Mayotte, nous ne pouvons pas encore parler donc de radicalisation en tant que telle, mais il y a des signes avant-coureurs qui effectivement peuvent exploiter la fragilisation sociale pour en principe monter en puissance. C'est en ce sens-là
que les mouvements, les actions préventives sont d'une importance capitale. Ça fait déjà pratiquement 3 ans depuis que je me trouve avec les cadis, et ça fait 3 ans depuis que j'en parle, avec des programmes précis que nous avons initiés et qui ont eu des résultats positifs. Information au travers d'actions de formation avec des jeunes, pas fondamentalement sur la région en tant que telle, mais dans la culture, parce qu'en fait il s'agit d'alimenter, de donner des outils aux jeunes et aux personnes qui sont fragilisées pour qu'ils puissent identifier l'information juste dans cet acte dit donc de djihad qu'on utilise, parce que c'est celui-là que les gens utilisent le plus, parce que c'est le plus simple, puisqu'il a été mis en valeur par les nihilistes qui exploitent nos jeunes comme étant le moyen vraiment de se libérer de leurs difficultés, parce que s'ils meurent, ils vont qu'on appelle déjà donc au paradis. Avec bien sûr l'utilisation aussi de la monnaie, parce que quand la fragilisation, ce n'est pas seulement le fait mental, mais il y a aussi le fait, n'est-ce pas, donc dû à la paupérisation donc des couches sociales. Et l'enfant qui ne mange pas à sa faim, c'est un enfant effectivement qui est fragilisé, que l'on peut facilement attirer par ne serait-ce qu'avec un bout de pain. Et quand ça commence, on ne sait plus où ça s'arrête. Donc, la prévention, je dis bien, des signes avant-coureurs qui sont aujourd'hui exploités par des gens qui nous viennent d'ailleurs. Parce que ici, on nous avait appris en fait à pouvoir contenir nos difficultés, contenir notre faim, etc. Mais aujourd'hui, avec des enseignants, avec des acteurs que nous ne maîtrisons pas, il y a tout un élément, tout un ensemble d'influences négatives qui peuvent apporter effectivement à ce qu'on est des jeunes qui fragilisés, n'est-ce pas, facilement exploités. Alors vous parlez de jeunes fragilisés, on a vu l'année dernière ce défilé avec des jeunes qui ont leurs parents et qui sont dans des madrassas, et on a vu tout le monde crier contre ce défilé qui s'est produit dans les rues de Mamoudzou. On a également évoqué à l'époque le mot radicalisation. Alors comment, vous parlez de formation de ces enseignants, comment on va s'y prendre pour pouvoir faire le tri et justement lutter contre ça? Premièrement, c'est ce que je disais lors de la mise en place de l'ordre des éléments. C'est essentiel, ça fait 2 ans que j'en parle, mais c'est accepté, c'est aussi bien les autorités locales qu'au niveau national, à qui je présentais. Je suis allé tenir au final une conférence au ministère de la Défense, qui était une conférence qui réunissait pratiquement en interministériel quasiment, où j'ai développé effectivement cet outil que l'on peut utiliser et qui permettrait quoi? Déjà de trier les opérateurs qui interviennent dans l'espace religieux, de façon à ce que dans le secteur de l'enseignement, on ait des gens qui soient sur la base d'un référentiel, qui vont développer des enseignements qui sont connus et qui sont acceptés, n'est-ce pas, de façon à ce que finalement, ils ont tous utilisé la même chose. Il faut harmoniser. Ça veut dire qu'en fait, les madrasas, ça veut dire en fait les écoles coraniques, ça veut dire, je ne sais pas, d'autres espaces encore, les mosquées, n'est-ce pas? Tout endroit où il y a un enseignement en direction du public, que ce soit des jeunes ou des adultes, que ce soit sur la base d'un référentiel utilisé dans l'ensemble, n'est-ce pas, des espaces qui dispensent ces enseignements-là. Ça, c'est parmi les choses. Donc, déjà 2 éléments. Trier au niveau donc des intervenants, un référentiel, et un suivi, une formation de tous ceux qui ne répondent pas ou qui n'ont pas les outils que nous attendons au niveau donc local par rapport à ce que nous attendons comme formation dans l'espace d'enseignement. Voilà, c'est un outil. Je vais vite parce que c'est vite. Il y a beaucoup de choses. On pourra en principe, dans un autre cadre, développer ces outils-là. Mais ce sont des outils qui sont déjà travaillés, même chiffrés, et qui ont fait l'objet donc d'une demande de subvention. Merci beaucoup El Mamoun. Donc, je vous rappelle que vous êtes le porte-parole du Grand Cadi. Également, merci à vous, Maître Elad Chakrina, vous êtes également le représentant du COSEM. Et l'extension de l'état d'urgence au département d'Outre-mer aura eu entre autres conséquences de museler la grogne sociale. Une grogne sociale qui pendant 3 mois n'aura plus les moyens de s'exprimer. En effet, s'il le souhaite, le préfet pourra désormais interdire toute manifestation de nature à provoquer ou entretenir le désordre sous couvert de menaces terroristes. En attendant, un protocole de sortie de crise a été soumis à la préfecture qui en retour a répondu avec un accord de méthode validé par le gouvernement. Il reste désormais 3 mois
pour trouver des solutions et avancer vers une sortie de conflit. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. L'état d'urgence aura eu pour premier effet de repousser toute idée de grève générale à plusieurs semaines. L'intersyndicale a décidé d'un commun accord de suspendre le mouvement jusqu'à nouvel ordre, sans pour autant mettre de côté les revendications. Non, l'intersyndicale est toujours serein. Donc, bien entendu, on s'associe donc à l'ensemble de la nation pour présenter donc nos condoléances aux familles des victimes et on soutient encore une fois l'État par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, c'est tout le monde qui est endeuillé. Malgré tout, l'intersyndicale est toujours là, confiant, fort et encore toujours sur nos pas. Ce lundi, il aurait dû être bloqué par les grévistes si le préfet n'avait pas donné de suite favorable au protocole de sortie de conflit qui lui a été envoyé vendredi matin. Mais avec les attentats qui ont frappé le pays, les plans de l'intersyndicale ont été bouleversés. Je rappelle d'abord le vendredi matin, nous avons envoyé une proposition de protocole au préfet. C'est ensuite qu'il y a eu les événements de vendredi soir et nous avons été contraints, je le dis bien comme ça, contraints de suspendre le mouvement. Hier, les syndicats ont débattu du contenu d'un accord de méthode soumis par le préfet, chaque point de revendication ayant été repris. Droit du travail, retraite, attractivité, cherté de la vie ou encore sanctions prises à l'encontre des responsables syndicaux et agents en lutte. Tous ces sujets seront discutés dans les semaines à venir afin de trouver une issue favorable au conflit. Donc hier, nous avons adressé au préfet nos observations, des points que nous souhaitons encore évoluer. Le mouvement de grève, compte tenu de la situation au niveau national et l'extension à Mayotte de l'état d'urgence, on ne va pas prendre de risques. Parallèlement, nous espérons que le préfet va donner des suites à nos observations que nous avons adressées hier. Mais tout le monde, même le préfet, doit avoir en tête que l'état d'urgence n'est pas à durée illimitée. Donc la suspension également. L'intersyndicale reste claire et ferme. Si ces 3 mois de dialogue ne permettent pas la signature d'un protocole de sortie de conflit, la grève générale reprendra. Le compte à rebours est lancé. On retourne maintenant sur une affaire que tout le monde a encore à l'esprit, l'affaire de la jeune Roukia retrouvée morte d'une overdose en janvier 2011. Le procès des coupables présumés attendu depuis 4 ans s'ouvrira ce lundi 23 novembre. Nous sommes donc partis à la rencontre de sa famille qui se prépare aux audiences et qui espère enfin pouvoir mettre un visage sur les assassins de Roukia. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Aujourd'hui encore, la douleur se lit sur le visage des grandes-tantes de Roukia. Elles disent vivre avec une plaie ouverte suite à la perte de cet être cher et n'attendent plus qu'une seule chose, mettre un visage sur les personnes à l'origine de son décès. na leo tizani jazifanyishiha basi iduari omba wasi ratomia na hutafadhali na humraini wanyu madhamana wantu wani rike hamato nerionana nerambiana na hikarsikali aradi na hikati hahukali aradi beri wonana rike mato hamato utungu wa babo tutungu mbotsolawa mana wo mwana watu de halo mwana nyangwarongo abani muhumba karapara omwana karapara mjunga mbarsi madzamatsozi babo tujuru wasirna utungu kila ntongo zinza ihea wasirjo tunuki wabasa ishondra mana ratomia wafanye solution tarpare haki yatu wasirudhulumu madhamana. Elles disent vouloir venir nombreuses au procès et espèrent enfin enterrer cette affaire pour faire leur deuil. La famille de Roukia n'acceptera jamais sa mort et sa maman, qui a reçu l'appel de son avocat ce matin, n'a pu trouver la force de nous parler. Mais d'autres membres de sa famille ressentent le besoin de s'exprimer comme ses tantes qui attendent que l'affaire soit enfin classée.
Unies par ce malheur, elles se disent prêtes à aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité sur la mort de leur enfant. Wamintrongo yote na utungu jusqu'à maintenant roho yangu isinhodza ndraenda tanahana ilipumbala mwana zaza mtiti ikaomba nera kumtumainia mwana watu hanjema rakumtumainia mwana watu rimlodze rakumtumainia mwana watu haizi ndrongo zonzi pia na mikabala yonzi pia leo rajara para wantu ikaomba ne wantu wa serikali ikaomba waode rakwalindili amba wake hifadhi yatu ikaomba wahensi wamba wao madhamana wansi wasurveye psijiru menyefu wala psijiru tunjongo nziro leo rjer paremba wao madhamana ya serikali de wardhulumia hizi nguvu za mwili zatu. Famille, amis, proches, tous viendront à ce procès car la lumière semble sur le point d'être faite. Il en va de la mémoire de cette jeune femme partie alors même qu'elle avait encore toute la vie devant elle. Et on continue avec ce phénomène bien connu à Mayotte, la fréquentation quotidiennement des rivières par une partie de la population. Ainsi, malgré plusieurs actions de nettoyage et de sensibilisation au respect de l'environnement, les rivières, les plages et autres mangroves sont devenues des décharges à ciel ouvert. Du côté des municipalités, on peine encore et toujours à punir ces actes de pollution qui représentent pourtant un réel danger pour la population. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Méconnaissable, cette rivière, comme tant d'autres, se dégrade au fil du temps. De nombreuses familles utilisent régulièrement l'eau de la rivière et font de ce courant d'eau leur déchetterie. Pour cet homme qui prend quotidiennement son bain ici, il estime que c'est aux élus de la municipalité de prendre des décisions pour que les personnes cessent de polluer la rivière. Problème ya ulangabo ya sava pavano sha ndongomadeni ni lazima kila meri ndo arengeze decisions hao sha kwa tushinda aontu João desenha nafasi sha rumhangalia nyumini vangu wakapaja kwa honzo vanu walekeziwa shengwersi na ishuku itiyango tonto nyengi bwana damu kangwa ngofo vanu kwa tuji protege mana ino ndo lazima jiprotege shango fwa welishezi ndimo tsena wenenyo ulanga mana ndulanga no miao. Les services communaux d'hygiène et de santé avec la police municipale peuvent enclencher l'action de verbaliser des personnes qui seraient en infraction des articles L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales. Seulement, les agents n'ayant pas eu la formation pour faire appliquer les lois relatives au rappel à l'ordre, aucune mesure n'est prise. Certains administrés regrettent dans ces conditions que les actions de nettoyage de la commune ne soient pas effectuées plus régulièrement. Je comprends, oui, parce que des fois, ils mettent les choses en action. Par exemple, ils mettent un jour pour nettoyer et ça ne suffit pas. Il faut que ça progresse, par exemple. Ça ne devrait pas être une seule fois par an, par exemple. Ils ne peuvent pas être tous derrière les gens qui lavent les habits. Hein. Du coup, c'est à nous de savoir que c'est bien ou c'est pas bien de laver les habits à la rivière. C'est une question d'éducation ? Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Éducation, pas éducation. De toute façon, c'est pas que les enfants qui viennent pour faire le bordel à la rivière. Même nous, les grands, les mamans, on fait tout ça. Mais comme j'expliquais, il y en a qui ont les moyens pour laver les habits chez eux. Il y en a qui n'ont pas les moyens pour laver les habits chez eux. Et donc, du coup, la solution, c'est de venir à la rivière. Ils ont tout pour faire leurs besoins. La pollution organique peut entraîner des maladies microbiologiques. Les déchets organiques, en particulier les excréments, contiennent des germes pathogènes comme des virus, bactéries ou parasites véhiculés par l'eau. Ces germes peuvent provoquer des maladies aussi graves que le choléra, la typhoïde, la dysenterie et tant d'autres épidémies qui pourraient être dramatiques pour la population. Il est donc grand temps d'agir. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 19 novembre et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le président de l'association des maires et maires de Dzaoudzi, l'abattoir, Saïd Omar Wali, a déposé hier un recours en référé devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral datant du 18 août dernier. Celui-ci arrête le budget primitif de la commune de Petite-Terre et impose une augmentation drastique des impôts locaux afin d'équilibrer les comptes.
Saïd Omar Wali juge la mesure à l'encontre de l'article 73 de la Constitution et dénonce la création d'un impôt confiscatoire pour la population. Il participe aujourd'hui à une réunion interministérielle qui évoque la problématique et à l'occasion de laquelle il pourra expliquer ce recours contre l'État. C'est donc la deuxième plainte déposée puisque les représentants de l'opposition à la mairie de Sada avaient fait de même la semaine dernière au tribunal administratif pour les mêmes raisons. Reste à savoir si Paris entendra la requête des élus locaux mahorais. L'état d'urgence a été décrété hier matin par le gouvernement pour les départements d'outre-mer. Associé à la menace terroriste sur le territoire français, il ne sera pas sans impact sur l'économie. C'est pourquoi le MEDEF anticipe la situation par voie de communiqué. Le syndicat patronal explique avoir engagé des travaux sur 4 sujets, la sécurité des entreprises et des salariés, l'impact économique des événements sur le secteur du commerce et du tourisme. En effet, la France est le pays le plus visité au monde et le risque d'impact des attentats sur le secteur est réel. Le syndicat aborde ensuite des questions plus philosophiques, à savoir une gestion constructive et apaisée de la diversité, notamment religieuse, et la valorisation ainsi que la gestion des salariés faisant partie de la réserve opérationnelle, que ce soit à travers l'armée ou les sapeurs-pompiers volontaires. Si tout ceci peut paraître abstrait, ces travaux seront complétés par d'autres actions à moyen et long terme. Dans cette logique, Pierre Gattaz réaffirme que la sécurité du pays et de ses habitants est une priorité et renouvelle l'engagement du MEDEF quant à l'accompagnement des chefs d'entreprise et de leurs salariés. Si Mayotte semble éloigné du discours tenu, il conviendra au MEDEF local de proposer des solutions plus adaptées. La Fédération des entreprises d'outre-mer tenait le 17 novembre son conseil d'administration et le 18 novembre son séminaire de travail. La délégation de Mayotte comportait parmi les adhérents de la FEDOM le président de la CCIM Mohamed Ali Hamid, ainsi qu'Isabelle Chevreuil, élue CCIM, Guillaume Jaouen, vice-président de la CGPME Mayotte et Thierry Galarme, président du MEDEF Mayotte. À cette occasion, la FEDOM a renouvelé ses instances dirigeantes. Jean-Pierre Philibert a été réélu président, tandis que Thierry Galarme, président du MEDEF Mayotte, a été élu vice-président en charge du 101e département. Pour ce dernier, c'est un moyen de plus, outre le MEDEF national partenaire de la FEDOM, de faire entendre la voix de Mayotte à Paris et de faire bénéficier les entreprises de Mayotte des outils du FEDOM. Au moment où Mayotte traverse une nouvelle crise sociale, le MEDEF veut se poser en facilitateur pour éviter par le dialogue une nouvelle grève générale qui affecterait l'économie des entreprises mahoraises, portant encore les stigmates de la grève de 44 jours de 2011. Il demande qu'à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de 5 années, soit appliquée aux entreprises de Mayotte l'exonération totale de charges sociales et impôts habituellement appliqués aux entreprises. L'ensemble des MEDEF territoriaux d'outre-mer, dont le MEDEF Guyane partageant beaucoup de préoccupations du MEDEF Mayotte, ont affirmé leur soutien aux positions de Thierry Galarme, que Pierre Gattaz a exposé à la ministre de l'Outre-mer. Et enfin, c'est connu, la musique adoucit les mœurs, en tout cas beaucoup en sont persuadés. C'est notamment le cas de ces 16 artistes vivant à Mayotte qui se sont unis pour enregistrer une compilation unique intitulée Tifaki Musique. L'association Djerébou Records est à l'origine de ce projet qui se veut fédérateur du développement et de la diffusion de la musique actuelle du département. Et sans aucune subvention ni publique ni privée, le disque a quand même pu voir le jour et promet de belles surprises. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ils ont souhaité s'unir pour créer un album unique, représentatif de la musique de Mayotte. Ils sont 16 auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens à avoir répondu à l'appel pour créer cette compilation intitulée Tifaki Musique. Et malgré quelques retards à l'allumage, l'album s'apprête à envahir les bacs du département. Ça devait déjà sortir le 15, mais par les situations de grève qu'il y avait sur Mayotte, tout le monde connaît ça déjà. Donc ça a tardé un peu à les colis, le temps d'arrivage, tout ça, nanani. Et donc là, on vous présente ce projet qui est de compilation des artistes référents de Lille. Je peux vous en citer quelques-unes et d'autres, ça sera un petit bon surprise peut-être. Donc il y aura Mikidash, il y aura Babadi, Sandati, moi effectivement Kila. Et ensuite, il y a 16 artistes dedans. Je vous laisse découvrir cette compilation qui va sortir. Un projet initié par l'association Djerébou Records qui a su motiver les artistes phares du département à travailler ensemble. Quand ils m'ont proposé de faire ce disque de compile des artistes mahorais, moi j'ai dit tout de suite oui, parce que c'est pour Lille et pour moi aussi c'était comment dire, une possibilité de montrer aussi devant les Mahorais ou devant d'autres personnes autres.
et à l'extérieur de Mayotte ou à Mayotte même. Donc c'est une très bonne initiative que je trouve qu'il fallait qu'on se montre tous ensemble pour créer le lien musical à Mayotte, quoi. Créer des liens musicaux en rassemblant des artistes venus d'univers et de cultures différentes, mais qui partagent deux amours communs, la musique et l'île au lagon. Justement, pour moi, c'est une très bonne conception parce que dedans, il n'y a pas que des artistes de Mayotte en fait. Il y a des artistes aussi qui vivent de Mayotte, qui vivent à Mayotte, mais qui ne sont pas originaires de Mayotte. Par exemple, là, vous aurez l'occasion de voir Daddy Happy qui est venu avec nous. Il vient de Suriname. Suriname, c'est le côté sud-Amérique. Et du coup, il y a aussi d'autres messieurs tels que les Empaffés ou autres. C'est d'autres groupes de gens qui viennent d'ailleurs, mais qui ont participé dedans. Aujourd'hui, c'est un projet pour Mayotte et c'est un projet pour les artistes qui vivent à Mayotte. Au-delà de l'album en lui-même, Killa Songs a également souhaité donner son avis sur le futur de la musique à Mayotte. Elle a beaucoup d'avenir. Moi, je reste positif. Je reste positif malgré ce qui peut se passer autour ou ce qu'il y a. La réalité, on la connaît, quoi. Yaman. Du coup, moi, je reste positif parce que c'est en restant positif qu'on construit et qu'on s'instruit. Et du coup, cet assemblage-là, cette union, ce métissage en même temps, fait que Mayotte a grandi, Mayotte partage des idées, Mayotte partage des cultures, Mayotte va de l'avant. Mayotte progresse et n'arrête pas de progresser. Tifaki Music est un album qui promet déjà de faire voyager tous les fans de ces artistes locaux. Sortie officielle ce lundi 23 novembre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain avec Ornella Perrine. Suivra juste après l'invité du temps de parole, le sénateur Tani Mohamed Soili. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie d'Ahmed Atoumani Douchina, conseiller départemental de Bouéni, pour parler de l'état d'urgence à Mayotte. À 7h30, la parole sera donnée à la famille de Roukia qui s'exprimera en vue du procès à venir. Bonne suite de programme à vous sur KTV.